Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Dans Lu et Vu pour vous d'aujourd'hui, je m'en vais vous présenter le grand chef d'Ngombe Matadi. Banzangombe, autrement Banzangombe, où il serait né vers 1872 ou 72. Et mort en Ngombe Matadi, Banzangombe est mort en Ngombe Matadi le 22 mai 1954. Le grand chef Lutunu était fils de Vuata et de Wumba. Quand on parle de Wumba, on peut comprendre déjà que c'est le même peuple qui est en Angola et puis qui est aussi vers les Ngombe Matadi et consorts. On peut comprendre déjà tout ça. Mais pourquoi parler de chef Lutunu? Vous allez comprendre son importance à travers ce que je vais vous présenter tout à l'heure. De son vivant, Lutunu fut le héros d'une biographie romancée de la main de Jean Maquet Tombou. Excusez-moi. Le siècle marche. Récit historique. Bruxelles, Office de publicité 1936. Page 230. Ou 230 pages. Couronné, ce livre-là, cette biographie était couronnée par l'Institut royal colonial belge du prix triennal. Donc en partage, puisqu'il n'était pas seul à ça. Donc le prix triennal de 1932-1935 de littérature coloniale belge, cet ouvrage connu en 1952 une deuxième édition au titre plus simple « Vie du chef congolais Lutunu ». Alors vous pouvez comprendre pourquoi Top Chronique TV, comme c'est dans son orientation, se propose de vous présenter ça aujourd'hui. Vie du chef congolais Lutunu. Cette vie a servi de source principale aux esquisses biographiques ultérieures. Pourtant, bon nombre de ces informations ne résistent pas à la critique historique. Bon nombre de ces informations ne résistent pas à la critique historique. Vous êtes avertis. Ces erreurs factuelles procèdent surtout des circonstances dans lesquelles l'auteur a rassemblé ces données. Donc l'auteur qui a eu un prix, dans quelles circonstances il a eu à ramasser les données, les informations qu'il a couchées sur papier, c'est ce qu'on appelle ici des erreurs factuelles. Fille du peintre Tombou, épouse de Marcel Maquet, Madame Maquet fit la connaissance du grand chef Lutunu en 1934. S'étant rendu à Ngombe Matadi pour y peindre les chutes Matadi de la Loisie, elle fut fortement impressionnée par ces témoins exceptionnels de l'époque héroïque de la colonisation belge au Congo. Au cours de multiples voyages, de Léopoldville à Ngombe Matadi, elle interrogea Lutunu par l'entremise d'interprètes, surtout du monsieur
André Luvungisa. Il préparait ses questionnaires en lisant les ouvrages de Stanley, de Bentley, etc. Et les études du père Van Wing et de l'administrateur territorial de Tisville, appelé aujourd'hui Mbazangungu. Elle écrivit en outre à Vangel, Léon Morel et d'autres pour compléter sa documentation. Si elle se rendait peut-être compte du caractère incomplet, laconique des informations obtenues de l'Otunu, elle ne mettait nullement en doute leur véracité. Peut-être les interprètes ont-ils eux aussi embelli la carrière de leur chef. Ainsi, Madame Maquet et toute la littérature coloniale qui s'est inspirée d'elle ont-elles idéalisé l'Otunu, sans doute aussi à cause de ce service important rendu à la colonie. Quand on dit service important rendu à la colonie, aujourd'hui, je crois qu'il peut être classé dans ce qu'on appelle collabo. PNP Nena Mundele. Vous connaissez le parti politique PNP. PNP Nena Mundele. Donc, il convient de les considérer plutôt comme un homme fort, habile, qui a réussi son ascension sociale, d'esclave à grand chef. D'esclave à grand chef. Ils sont combien comme ça au Congo? Je préfère... D'autres qui sont restés petits là, nous disons qu'ils sont petits chefs, c'est puisque eux n'ont pas le parcours des autres ici. De Pene Yamundele. Pene Yamundele. C'est le cas de ceux qui se réclament aujourd'hui Yeke ou consort, ainsi de suite. Et il y en a qui s'ajoutent à l'époque moderne, Banyamoreng. Je préfère revenir toujours sur ces éléments-là pour vous mettre dans le bain. Il convient de les considérer plutôt comme un homme fort habile qui a réussi son ascension sociale d'esclave à grand chef, en jouant à fond la carte du pouvoir colonial. En jouant à fond la carte du pouvoir colonial. Combien ont joué la carte de Mobutu? Combien ont joué la carte de Mouzé? Combien ont joué la carte de Kanambe ou Kabange, de son pseudo Kabange, Kabila? Donc, comme le fut d'ailleurs son maître, le chef Makitu, et bien d'autres personnages loyaux et dévoués à la cause de la civilisation. Donc, la cause, on a mis civilisation entre guillemets, hein. Et c'est ce qu'on appelle civilisation. Là, je me demande si on a les gens civilisés sur ce territoire-là. Mais continuons le texte. Continuons le texte en vous disant ceci. L'Otunu naquit vers 1872 en Banzangombe, à une cinquantaine de kilomètres au nord de l'actuel Banzangungu, dans le Bas-Zaïre, aujourd'hui Bas-Congo, ou Congo central. Le chef du village, Ndom Pentelo Diamvanga, Ndom Pentelo, ça, ce sont les noms que les Portugais ont laissés depuis qu'ils étaient là-bas au XVe siècle. Ndom Pentelo Diamvanga, âgé et impotent, avait cédé son pouvoir à son neveu Nofunsu Lutete. On n'a rien à voir ici avec le Lotunu. Mais suivez la suite. Le deuxième personnage en importance était Nomanuele. Nomanuele, vous connaissez bien, je viens de dire que c'est le vestige de portugais. No Emmanuel, donc Nomanuelo, Nomanuelo Makitu, cousin de Lutete. Et comme lui, grand commerçant d'ivoire. Voilà, des gens qui avaient déjà établi les circuits commerciaux. Grand commerçant d'ivoire,
Alors qu'en 1882, Lutete essaya de s'opposer de force à la pénétration des agents Léopold II sur la rive gauche du fleuve, une route nouvelle reliant Manyanga à Léopoldville. Makitu se montra plus circonspect, songeant avant tout à faire son profit de la domination inévitable de Blancs. Puisqu'il prévoyait que les Blancs, quand ils viennent là, ces affaires seront gâtées, comme les Gabonais ou les Camerounais le disent. Les parents de Lutunu étaient des esclaves domestiques. Qu'est-ce qu'on appelle esclaves domestiques ici? Si nous entrons dans l'explication africaine, vous pouvez comprendre que ce sont des gens qui ont été achetés ou domestiqués et qui font partie de la famille. Ils connaissent leur rang dans la famille et ils donnent un coup de main par-ci, par-là, quand il le faut, mais ils sont indépendants. Mais le Mundele va vous coucher esclave domestique. Bana Banzo. C'est comme ça qu'on les appelait chez le Bakong. Bana Banzo. Enfants de la maison. Bana Banzo de Makutu. Le 16 octobre 1882, Vangel fonda un poste près de Banzangombe et Makitu lui céda comme boy le jeune Lutunu. Le 16 octobre 1882. Là, la date est précise, puisque ces gens-là avaient l'habitude de noter. Il a cédé les jeunes Lutunu comme boy, issu d'une famille esclave, Bana Banzo. Celui-ci semble avoir donné satisfaction car, après le départ de Vangel pour le Haut-Congo, avril 1883, il fut engagé par le révérend Thomas Combert, de la Baptiste Missionary Society, établi en 1882 à Manyanga Nord, Luozi là-bas, chez les Manyanga. Je vous ai déjà donné l'émission, vous avez une idée. La mission BMS, dénommée Watten, d'après le nom d'un bienfaiteur anglais, fut transférée 2 ans plus tard dans le voisinage de Ngombe Lutete. En juillet 1884, Lutunu accompagnant Combert à Léopoldville, où la BMS avait obtenu un terrain au sommet du mont Léopold. C'est quoi son sommet Léopold 2, là où il y a maintenant le bâtiment de l'état-major général, sur le flanc duquel Stanley, en décembre 1881, avait fondé la station du Stanley Pool. Vous en convenez. Avec Mantou, headboy de Combert, Lutunu y fréquenta l'école de la nouvelle mission, nommée Artington. À cette époque, Lutunu nous est décrit comme a very fine, promising fellow. Aussi, vers la fin de cette même année, quand Combert rentra en Angleterre pour le besoin de la mission en pleine expansion, il prit avec lui ses 2 boys, Mantou et Lutunu. De même, Kaku, chargé de prendre soin de la petite Patty, fille de Greenfell. Lutunu ne restera que quelques mois en Angleterre, hébergé à Camden Town, et Camden Town, Londres. Il assistait avec Mantou au service religieux et à la Bible class. Bible class. Donc ça c'est de l'anglais. Ceux qui sont en Angleterre, je crois qu'ils peuvent bien prononcer ça. De la chapelle baptiste de Camden Road. Il suivait aussi la Day School donnée par 2 dames. Mais dès le 19 août 1885, Combert remarqua à Liverpool, sur le Lualaba, accompagné de ses 2 serviteurs,
Donc Comber rembarqua à Liverpool sur le Lualaba, donc le nom du bateau qu'il a embarqué, accompagné de ses 2 serviteurs. Durant son premier terme, 1888-1891, 91, Jules Van Dorp était chargé de l'organisation de transport entre Matadi, Lukungu et Lukungu-Léopoldville. Le 2 août 1889, au marché de Makwekwe, il remit à Makitu la médaille du mérite, créée en avril par Léopold II à l'intention des chefs qui avaient fait preuve de loyauté et de dévouement envers l'État. Lutunu, interprète de Makitu, fut sans doute présent à cette cérémonie, mais rien ne prouve que durant quelques mois, il ait été au service de Van Dorp. Rien. Comme les autres linguistes de cette époque, Lutunu, tout en servant les intérêts de son patron, ne manqua pas de s'enrichir personnellement. Ainsi, lors d'une visite faite à Ngombe Matadi le 8 février 1896 donc, le jeune missionnaire Kenred Smith constata que Lutunu était devenu commerçant. Lutunu était devenu commerçant. À ce moment, il gardait dans sa maison une douzaine de défenses d'éléphants, d'une valeur approximative de 140 livres sterling. Son frère, Matukondele, donc ceux qui sont en Angleterre, ils peuvent peut-être à cette date ici, le 8 février 1886, peut-être nous trouver les chiffres auxquels 140 livres peuvent correspondre aujourd'hui, s'il y a différence ou il n'y en a pas. Mais continuons l'histoire de Matunu, Lutunu, grand chef. Il semble que ce missionnaire, qui restera plusieurs années à Watten, ait exercé une certaine influence sur Lutunu, car celui-ci adoptera comme poste-nom celui de Smith. Lutunu subissait aussi l'influence de certains convertis. Parmi ceux-ci, citons Lulendo, esclave et agent commercial de Makitu pour le compte duquel il s'est rendu même jusqu'à Lukolela, colonie rivieraine peuplée de trafiquants Bangui. Lulendo fut baptisé le 31 mai 1895. Les chefs voisins, Selulundi, Mwanguvu, reçut le baptême le 27 mars 1898. Ainsi encore, du vivant de Makitu, Lutunu commença à suivre les instructions du catéchiste Mpe Mamponde, baptisé le 4 novembre 1894, et a assisté au service religieux après une interruption temporaire due à l'opposition de Makitu. Lutunu fut enfin jugé suffisamment préparé et suffisamment préparé pour pouvoir recevoir aussi le baptême. Et le 2 juillet 1899, il fut baptisé dans la tombée par le révérend père Stephens sous le nom de Francis Lutunu Smith. Le même jour, il fut admis dans l'église de Watten. Makitu, resté païen, mourut en avril 1899, donc même année, lui succéda son fils Ndimbu, jeune homme de 16 ans qui avait suivi l'école de Watten mais sans se faire baptiser. À cause de la jeunesse de Ndimbu, le commissaire de district nomma Lutunu régent, c'est-à-dire Lutunu qui était un peu plus âgé, pouvait aider
les jeunes gens, les jeunes hommes dans la gestion ou dans la conduite de son nouveau pouvoir. Cette intervention de l'État dans la succession ne fut guère appréciée par le Basingombe ou Besingombe. Je vous en ai parlé aussi dans l'émission avec le Manyanga. Et encore en 1908, il est considéré comme le chef réel du district Mpiodi, chef du village voisin de Nkondo. Lors de la mort de Ndimbu vers 1920, Mpiodi lui succéda. Peu de temps après, en avril 1921, apparut en Kamba, village de la chefferie de Kinzundu, à une quinzaine de kilomètres de Ngome Matadi, le Ngunza, prophète Simon Kimbangu. C'est ici, deuxième partie de cette histoire, où vous allez comprendre le rôle que le parvenu Lutunu va jouer entre les nationaux, les originaires et les dominateurs, les colonisateurs. Je vous avais signalé ça dans les émissions passées et je préfère que cette partie puisse être la deuxième partie de cette émission. Lors de la mort de Ndimbu, vers 1920, Mpiodi lui succéda. Peu de temps après, en avril 1921. Apparu à Nkamba, village de la chefferie de Kinzundu, à une quinzaine de kilomètres de Ngombe Matadi, les Ngunza, entendez par Ngunza, prophète. Aujourd'hui, il y a des prophétesses aussi. Simon Kimbangu, considéré prophète à cette époque, et jusqu'aujourd'hui, puisque son église est là, en train d'évoluer convenablement, et il a atteint autant de pays. Donc, Lutunu est mêlé à cette histoire. Son mouvement politico, donc le mouvement politico-religieux, fut sévèrement réprimé par le mois de juin. Son mouvement politico-religieux fut sévèrement réprimé dès le mois de juin. Arrestation, occupation militaire de la région, relégation. Et quand on parle de relégation, je crois avoir signalé que mon grand frère et mes cousins, une bonne partie de ma famille, mais ma soeur aussi et son mari, et leurs enfants d'ailleurs, étaient aussi relégués, décaissés et consorts. Il y en a qui peuvent se rappeler de ça. Donc, relégation, ce n'était pas seulement ceux qui étaient en Ngombe Matadi qui ont subi ça, mais aussi ceux qui avaient adopté pour le mouvement de ce prophète, étaient aussi relégués. C'est comme ça que je vous signale que dans ma famille, quand je suis né, mon grand frère était en relégation. Donc, en 1922, les kimbanguistes récidivistes Mampouya arrêtaient de nouveau avoir adressé au chef Mpiodi un billet affirmant qu'il ne laisserait pas la nouvelle religion. Mpiodi avait-il accordé son appui aux kimbanguistes, au kimbanguisme? Quoi qu'il en soit, il fut relégué en 1923 à Katakokombe. Et Lutunu fut nommé chef médaillé de Ngombe Matadi. Voilà là où commence l'histoire de Lutunu comme chef. Régent de ce petit garçon-là. Et maintenant qu'on vient d'arrêter Mpiodi et que Mpiodi est relégué, les Blancs, comme ils ont fait aussi de Mohamed Ndezi,
prennent le vrai chef, on l'envoie en relégation, et puis il reste nommé le type yes man qui est à leur botte, qui lèche leur botte bien sûr. Comme il devait son élévation au gouvernement colonial, ce n'est que normal. Les gens nommés par Kabila Kanambe, vous savez, il ne pouvait que lécher les bottes de Kanambe. Il y en a qui continuent jusqu'aujourd'hui à dire que, à lui demander pardon d'ailleurs aussi. Un jeune homme qui vient demander pardon à ce monsieur-là. Je ne sais pas. Comme il devait son élévation au gouvernement colonial, Lutunu prit immédiatement parti contre le kimbanguisme. À l'occasion de la fête de Noël de 1923, les fidèles de Kimbangu, incarcérés à Elisabethville, Lubumbashi, se manifestèrent publiquement. Rien que dans la chefferie de Lutunu, leur clocher avait sonné dans 10 villages, en compagnie de Vuata, chef de Kinzenge. Vous vous rappelez bien que le nom de Vuata, c'est aussi la mère, le nom de la mère de Lutunu. Donc, en compagnie de Vuata, chef de Kinzenge, Lutunu se rendit à Tisville fin décembre pour y informer l'administrateur territorial Van der Hallen de la résurgence du mouvement. En effet, au cours du même mois, Lutunu avait convoqué 2 catéchistes kimbanguistes qui avaient reçu des lettres envoyées par des relégués. Mais le catéchiste Mbaki avait fait circuler dans plusieurs villages un billet engageant ses co-religionnaires à se rendre tous ensemble chez Lutunu. Celui-ci vit donc arriver une foule de 1500 hommes, leur demandant ce qu'ils venaient faire. Ils répondirent, nous venons voir ce que vous allez faire des hommes convoqués. Si vous leur donnez la chicotte, donnez-en à nous tous. Si vous les emprisonnez, emprisonnez-nous tous. En février 1924, Kintambo, chef kimbanguiste de Sanga, essaya de convaincre Lutunu de ne plus fournir des informations sur le mouvement à l'agent territorial établi depuis paix en Kamba. Donc, il n'est plus loin. On l'a installé là, où aujourd'hui, c'est les lieux spirituels des kimbanguistes. Mais Lutunu maintenait son opposition. Aussi, vers le milieu de 1924, les kimbanguistes tentèrent-ils de lui imposer le silence. Ils tentèrent de lui imposer le silence ou de lui rendre la vie impossible en empêchant contre lui, en repêchant contre lui d'anciennes palabres. Vieille de 25 ans, la nomination de Dimbu et la sienne de régent. Lutunu constatait que les gens de sa chefferie ne lui obéissaient plus. Aussi bien ceux de son village de Ngombe Matadi que ceux des autres villages. Mais l'interdiction radicale du kimbanguisme par le gouvernement le 6 février 1925 rétablit son autorité. Donc, l'autorité sur béguille de l'administration coloniale. Celle-ci fut même étendue en 1927 du fait que Lutunu fut nommé chef de secteur. Grand chef, il eut maintenant sous sa juridiction 13 chefferies, groupant une 50aine de villages et comptant quelques 10 000 habitants. Voilà Lutunu d'esclave à un grand chef. Les kimbanguistes
passèrent dans la clandestinité. Mais Lutunu veillait et en 1932, il signala que les gens venaient chercher en Kamba de l'eau et de la terre sacrée. En 1932 déjà. Pour contrecarrer l'influence des kimbanguistes et des missions protestantes établies dans les Bangou et réputées inspiratrices du kimbanguisme, le gouvernement décida d'ouvrir dans la région des écoles nationales desservies par des missionnaires catholiques. Lutunu accorda son appui à cette initiative et dès 1929, une première école fut ouverte dans la chefferie de Kinzundu, dont Kamba faisait partie. Plus tard, les frères des écoles chrétiennes créèrent à Ngombe Matadi un vaste complexe scolaire comprenant deux classes primaires, une école professionnelle, section bois, fer et agricole, une école professionnelle, section et même une école Saint-Luc d'art indigène. En 1932, les rédemptoristes du vicariat apostolique de Matadi fondèrent une mission à Ngombe Matadi et l'année suivante, les dames chanoinesses de Saint-Augustin vinrent desservir l'hôpital créé par les Foréamis, Fonds Reine Elisabeth pour assistance médicale aux indigènes. Vous qui ne connaissez pas Foréamis, c'est que ça signifie, peut-être si vous lisez les documents, c'est ça l'explication. En tant que commerçant, prospère et chef prestigieux, Lutunu avait épousé plusieurs femmes. Et pourtant, il était baptisé. Chez les protestants, ils acceptaient en ce moment-là la polygamie, je ne sais pas. Bon, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui combinent, des prophétesses qui viennent déranger dans le mariage des gens et tombent enceintes et disent non, moi j'ai mis au monde pour lui, je dois être épousé, honoré. Bon, Lutunu avait plusieurs femmes. Ces femmes, nommées ici, Dédé, Nsona, Luambu, Kizwangi, Watikutula, Matu, Wete, Fuma, qui lui donnèrent une vingtaine d'enfants. Peut-être que certains des enfants et petits-enfants qui se retrouvent dans cette série ici, de telle ou de telle autre femme, ils peuvent se reconnaître, mais nous lisons l'histoire de Lutunu. Ce fut sans doute à cause de sa polygamie que le 2 novembre 1907, Lutunu avait été expulsé de l'église baptiste de Waten. D'autre part, au cours des années, le gouvernement colonial lui avait décerné plusieurs distinctions honorifiques. Les lécheurs de bottes. Le 24 février 1947, le prince régent Charles lui remettra en personne la médaille d'or de l'ordre d'étoile africaine. Lutunu était ainsi devenu le chef de loin le plus remarquable du territoire de Cataracte et ses jugements au tribunal du secteur passaient pour des modèles de justice et de droiture. Il avait entrepris l'élevage de gros bétail et maintenait les routes carrossables en bon état, et cela d'autant plus que lui-même visitait en camionnette son vaste secteur. La caisse de la chefferie intervenait dans le frais d'hôpital. La caisse de la chefferie. Dans la région, les notables portaient tous, en plus de leur nom de famille, un santou, c'est-à-dire un nom de saint. Dina dia santou, africanisé et précédé du titre honorifique Ndo, du portugais Ndom, tel que Ndom Pentelo, Ndom Pedro, Ndofunsu, Ndom Alfonso, etc. Si ça me fait rire, c'est puisque je retrouve le nom de mon père, Mpanya Santou. Donc vous pouvez retrouver l'histoire aussi de mon père
dans cette partie de ce texte. Vivant dans le voisinage immédiat d'une importante mission catholique, Lutunu ne resta pas insensible aux exhortations de missionnaires, parmi lesquels il estimait particulièrement le frère Adrien, Jean-Baptiste Anthonissen, fondateur des écoles catholiques du Bangu. Plusieurs de fils de Lutunu avaient poursuivi leurs études à Tumba, le célèbre école de frères chrétienne Tumba, et étaient devenus catholiques. Je ne sais pas si ils n'ont pas suivi l'exemple de leur père. Bon, plusieurs de ces fils de Lutunu avaient poursuivi leurs études à Tumba et étaient devenus catholiques. Finalement, il suivit leur exemple et le dimanche 13 janvier 1946, il fut solennellement admis dans l'église catholique. À cet effet, il s'était séparé de 3 des 4 femmes qui lui restaient pour épouser religieusement Zola, relativement jeune. Cette deuxième conversion le fit combattre encore plus énergiquement les Mankukusa. Un mouvement anti-sorcier surgit à Luozi, chez les Manyanga, là-bas où je vous ai parlé dans l'émission passée. Donc le mouvement Mangukusa, qui s'était répandu comme un feu de brousse. Lutunu l'interdit dans tout son secteur. Tombé gravement malade en novembre 1952, Lutunu fut administré. Pourtant, il s'est remis. Administré la dernière onction, mais il s'est remis. Il n'est pas allé voir Dieu, le bon Dieu. Ce fut inopinément qu'il mourut dans sa maison en briques le 22 mai 1954. 12 jours plus tôt, la radio Congo-Belge de Léopoldville avait diffusé une interview dans laquelle Lutunu avait évoqué le souvenir de pionniers, coloniaux et missionnaires du siècle passé. À son enterrement, le 25 mai, assistèrent des représentants du gouverneur général, du gouverneur provincial, l'administrateur territorial et 8 de ses fils, Mokani, son fils aîné, et chauffeur attitré, Nsimba, son successeur, Mbunga Nzuzi, Mafuta, Musambote, Ntefwa, Ntenda. Alexandre Nsimba, qui depuis 1937 remplissait les fonctions de greffier et de secrétaire de son père, lui succéda, investi chef de secteur le 27 novembre 1956. Il fut déposé par la Bako en 1960. Voilà les intrus, les usurpateurs ont été déposés puisque leur histoire est une histoire hors du commun, comme vous venez de le suivre. À présent, Lutunu repose dans une jolie chapelle votive et son buste, sculpté par André Loufoy, se dresse au centre d'Ngombe Matadi. Reprenons une appréciation globale de son action à un témoin de ces dernières années, doué d'une vaste intelligence et d'un jugement très sûr, servi par une volonté droite, avec en plus un esprit d'observation toujours en éveil, et une facilité d'adaptation, Lutunu n'a cessé de rendre de précieux services tant aux colonisateurs qu'aux Congolais, d'après lui. En effet, lors de sa mort, il y avait dans le Bangu 17 écoles rurales avec 86 classes, desservies par 92 moniteurs, 3 ateliers d'apprentissage artisanal et le grand complexe scolaire de Ngombe Matadi.
les grands complexes scolaires d'Ngombe Matadi. Les grands complexes scolaires d'Ngombe Matadi. Donc, cette histoire que je viens de vous présenter a été présentée par Bonting, le grand historien qui a laissé beaucoup de textes que beaucoup d'historiens, Dayuel ne cesse de les citer dans son grand livre sur l'histoire du Congo, le 7 mars 1984. Donc, vous avez compris que le Tounou, d'esclaves au grand chef, a été mêlé à l'histoire de l'église kimbangiste. Je ne sais pas si dans leurs bouquins ou dans leurs livres, si le nom de Lutuno vient positivement ou négativement, d'après ce que je viens de vous présenter, je laisse le débat aux téléspectateurs. Mon rôle ou mon travail était de vous présenter ces noms qui ont orienté l'histoire et qui risquent d'entrer dans l'oubli. Le président actuel vient de dire, on parle de l'écologie. Est-ce qu'il y a des livres pour enseigner à nos enfants? Puisque jusqu'à présent, beaucoup de livres nous parlaient de l'Europe. Moi qui vous parle, j'ai étudié beaucoup de choses sur l'Europe. L'école primaire, c'était Congo, Afrique, monde. Tu arrives à l'école secondaire, géographie de 5e secondaire, c'était pratiquement l'économie de l'Union, la communauté économique européenne, CEE. Avant, bien sûr, que ce soit l'Union européenne. On connaissait, on avait même étudié le nombre de bovins et consorts et consorts. Mais après, c'est une si longue histoire, je préfère tout simplement laisser à chacun de digérer, de tirer ce qu'il peut tirer. Parce que je vous ai parlé de beaucoup qui prétendent être des grands chefs au Congo, là, sont des chefs médaillés, qui ont été remplacés ou qui ont été, après avoir peut-être tué ou déplacé les chefs concernés, ou dépossédé les familles qui en avaient comme héritage, tout ça, ça suit les Congolais. Et ça peut parfois en partie expliquer le comportement des Congolais. Puisque tout ça, c'est dans notre héritage. Est-ce que ça nous permet de bien nous comporter pour protéger notre patrimoine? Ou c'est ça qui nous pousse toujours à servir l'étranger mieux que les originaires ou les autochtones? Et quand les étrangers finissent par partir, vous vous retrouvez à la case de part. Avec de rancune, avec ainsi de suite. Ce n'est pas mon rôle. Je vous dis merci pour votre attention. Pour ce que des histoires comme ça peuvent servir, je vous souhaite déjà bon traitement et bonne exploitation. Merci et ciao. À la prochaine pour nos émissions qui viendront certainement enrichir votre esprit.
Ne manquez plus aucune émission. Voilà.